Bonsoir. Nous allons parler maintenant de l'exercice 20 sur l'effet photoélectrique et les panneaux photovoltaïques, page 420. Alors, c'est pas évident de travailler comme on le fait, hein. Donc, la dernière semaine, vous étiez en classe, il en manquait la moitié ou les trois quarts à cause des malades et des cas contacts. Ensuite, la semaine suivante, avec les visioconférences qui posaient problème, ce n'était pas simple non plus. Et donc là, j'espère qu'avec une vidéo de cet exercice-là, vous allez pouvoir le comprendre en profondeur. Donc cet exercice-là, l'exercice 20, page 420, cet exercice utilise un montage expérimental qui a déjà été vu dans l'exercice 15, page 418. Vous avez le montage du physicien Philippe Lénard, avec une cathode et une anode avec deux électrodes. Donc vous le voyez ici, une qui émet les électrons et l'autre qui va les repousser. Et le but, c'est d'arriver à les repousser suffisamment pour obtenir un courant nul, pour empêcher le courant d'électrons de passer d'une électrode à l'autre. Et ça va permettre de déterminer l'énergie cinétique du photon et puis l'énergie du photon. Donc, la mesure de la tension annulant le courant électrique permet de calculer la valeur maximale de la vitesse des électrons extraits du métal. Donc, on va pouvoir mesurer une tension associée à un courant nul. Et la première question dans cet exercice-là, donc pour que les électrons soient émis, il faut qu'il y ait une radiation lumineuse qui éclaire le métal. Cette radiation est de 400 nanomètres. Quelle est l'énergie d'un photon associé à cette radiation-là? Donc, pour une énergie de 400 nanomètres, Hc sur lambda, 663 10-34 la constante de Planck, 3,00 fois 10 puissance 8 la vitesse de la lumière, divisé par 400 10-9, divisé par la longueur d'onde. Et donc, vous trouvez avec deux chiffres indicatifs, 4,97 fois 10-19 joules. Vous voyez qu'on reste dans le système d'unité internationale. Et donc, le 10-19, ce n'est pas forcément pratique à utiliser. C'est pour ça qu'il est possible d'utiliser une autre unité, c'est les électronvolts. Et là, si on était en électronvolts, on aurait quelque chose de l'ordre de l'unité avec cette puissance 10-19 qui disparaîtrait. Donc, la question 2 passe à une longueur d'onde de 700 nanomètres qui ne permet pas d'extraire les électrons, même si on augmente l'intensité. Pourquoi? Eh bien, 700 nanomètres, c'est que l'énergie d'un photon n'est pas suffisante pour extraire l'électron, ce n'est pas suffisant pour lui donner l'énergie nécessaire pour être extrait. Il faut que l'électron, pour partir, reçoive une énergie égale au travail d'extraction, plus à l'énergie cinétique qu'il va avoir en partant. Et là, ce n'est pas suffisant. Pourquoi l'effet photoélectrique a-t-il remis en cause le modèle ondulatoire de la lumière? Parce que le modèle ondulatoire de la lumière ne permettait pas de prévoir qu'il y avait une fréquence minimale en dessous de laquelle les électrons ne pouvaient pas être extraits. Pour le modèle ondulatoire, l'effet photoélectrique ne dépendait pas de la fréquence. Or, il dépend de la fréquence. Il faut que la fréquence soit suffisamment élevée ou la longueur d'onde suffisamment faible pour que l'effet photoélectrique ait lieu. Question 4. Quelle est la valeur maximale de la vitesse d'un électron arraché à du potassium pour une longueur d'onde de 400 nanomètres? Donc, pour calculer la valeur maximale de la vitesse d'un électron, on va utiliser la relation que l'on a vue dans le cours, où on regarde l'énergie apportée par le photon, qui doit être égale au travail d'extraction plus l'énergie cinétique maximale. Donc, on retourne la relation pour écrire que l'énergie cinétique est égale à l'énergie du photon moins le travail d'extraction. Et on a ce travail d'extraction qui nous est donné dans les données à la fin de l'exercice pour le potassium à 2,29 électronvolts, donc unité pratique, à convertir en joules en multipliant par 1,6 fois 10-19. Et donc, on a le travail d'extraction. Et ce travail d'extraction et l'énergie du photon, eh bien, ces deux-là vont nous donner l'énergie cinétique maximale, 1,31 fois 10-19. Donc, le 4,97 fois 10-19 a été trouvé à la première question. On se retrouve avec le travail d'extraction trouvé à la question 4, et le résultat de cette soustraction, c'est l'énergie cinétique maximale, 1,5 de mV2.
on va pouvoir retourner la relation pour écrire que V égale racine de 2, qu'on fait passer en haut, 2EC sur M. Et avec 3 chiffres significatifs, on trouve 5,36 fois 10 puissance 5 mètres par seconde, c'est-à-dire une valeur qui est de l'ordre du million de mètres par seconde, des vitesses énormes pour les électrons. Donc, l'électron est une particule négative qui va être émise grâce à la radiation lumineuse reçue sur cet électrode-là, qui va partir dans ce sens-là. Mais si on veut bloquer cet électron, si on veut empêcher le courant de passer, il faut une électrode négative, puisque les moins vont repousser les moins. Maintenant, dans la partie 2, on vous demande de représenter la chaîne énergétique, comme vu en première, d'une cellule photovoltaïque. Donc l'énergie lumineuse est transformée par la cellule en énergie électrique et en énergie perdue qui va être due au réchauffement de la cellule, à la réflexion d'une partie de l'énergie par la cellule. Et ces cellules elles fonctionnent mieux quand il fait froid, donc sur l'eau par exemple, parce qu'elles vont être à une température plus basse et elles vont réussir mieux leur conversion. Donc rien à voir avec la chimie où en général la température est un facteur cinétique, là ce n'est pas du tout le cas. Quelle est la puissance maximale fournie par le panneau proposé par l'installateur? Donc quand on regarde la courbe qui nous est proposée, on regarde la courbe rouge et le maximum de cette courbe rouge, donc, qui correspond à 1000 watts en mètre carré, c'est 180 watts. Quand on regarde la question B, la tension mort du panneau lorsque la puissance maximale est fournie. Donc on regarde, c'est un peu avant la graduation 25, donc on suppose que c'est à 24 volts. Ensuite, quelle est l'intensité du courant électrique? Pour l'intensité, on se rappelle ce qui a été vu en première et peut-être avant, que la puissance électrique, c'est U fois I. Donc l'intensité, c'est la puissance divisée par la tension. Ici, la puissance est de 180, la tension est de 24, on trouve 7,5 ampères. Le rendement maximal du panneau pour un éclairement de 1000 watts par mètre carré. Donc le rendement, c'est le rapport de ce qui est fourni, la puissance électrique, par ce qui est reçu, la puissance lumineuse. Or, la puissance lumineuse, comme vu en première aussi, ça va être le produit de l'éclairement en watts par mètre carré et de la surface. La surface est donnée juste au début de l'énoncé du B, avec les dimensions du panneau de 1318 mm x 994 mm. Donc la surface, elle se calcule avec le produit qui est rectangulaire par le produit des dimensions, multiplié par l'éclairement, des watts par mètre carré multiplié par des mètres et des mètres, on obtient donc des watts, 1,31 fois 10 puissance 3 watts. Cette puissance électrique de 180 watts, elle est donc produite grâce à une puissance lumineuse de 1,31 fois 10 puissance 3 watts, ce qui fait le rapport des deux un rendement de 13,7%. Je crois que les meilleurs panneaux électriques, photoélectriques, photovoltaïques arrivent aujourd'hui à 25%. Donc c'est faible et une grande partie de l'énergie est perdue. Alors à la question 4, on parle des kilowatts crêtes. Les kilowatts crêtes, c'est la puissance maximale produite lorsque l'éclairement est de 1000 watts par mètre carré. Donc combien de panneaux? Combien de panneaux pour obtenir cette puissance-là de 3,5 kW crête, donc kilowatts. 3,5 kW, 3,5 fois 10 puissance 3, une puissance maximale de 180, donc ça correspond à 20 panneaux. On a ces 20 panneaux et la question suivante nous demande, en tenant compte du rendement de ces panneaux, mais aussi de leur orientation et des pertes électriques, l'installateur prévoit un rendement global de 10%. Quel revenu annuel cet habitant de Lyon pourra-t-il espérer de la revente de l'électricité produite? Donc, on a 20 panneaux. 20 panneaux, l'énergie lumineuse va donc être de 1450 kWh mètre carré. Donc, dans les données, vous avez l'énergie lumineuse par unité de surface reçue à Lyon cumulée sur une année. Donc, cette énergie-là, multipliée par la surface des panneaux et le nombre des panneaux. Vous arrivez à l'énergie en kilowattheure, l'énergie bien connue de ceux qui payent des factures d'électricité. Donc, le rendement étant égal à 10%, l'énergie électrique produite est donc 10 fois plus faible. Au lieu d'avoir une puissance 4, on a une puissance 3. On connaît le prix de vente du kilowattheure qui est de 0,20 € par kilowattheure et donc 760 €. Alors cet exercice, il est bien d'essayer de le refaire tout seul, il est bien d'essayer de le comprendre parce qu'il
il y a plein d'aspects qui sont développés, depuis l'utilisation des documents, l'application de formules, et puis vraiment le sens physique d'une expérience avec, par exemple, déterminer la polarité d'une électrode. Donc, exercice à comprendre, à détailler et à refaire. Bon travail pour la suite et n'hésitez pas à poser des questions.